Les ancêtres gaulois avaient les yeux bleus, le plus souvent noirs ou bruns, quelquefois verts ou dorés. Ils étaient vaillants à la lutte au point de s'imposer pendant 300 ans à une partie de l'Europe, manquant même de s'emparer des oies du Capitole, ce qui eût stoppé net l'expansion de Rome. Mais une chose est sûre, c'est qu'au milieu du 1er siècle avant Jésus-Christ, en dépit de leur rage guerrière, ils durent plier devant l'organisation supérieure et la ténacité des légions romaines et de leurs stratèges. De cet événement capital, nous ne connaissons que la version du vainqueur, nécessairement orientée, destinée à mettre en avant les exploits du proconsul César en Gaule, mais un récit que dans ses grandes lignes on ne peut contester. De ce moment, c'est le commencement de la fin pour la dite civilisation celte, une appellation récente. Jusqu'à il y a peu, les Gaulois, c'étaient ces peuplades hirsutes venus de l'Est, qui capitulaient moins devant les troupes de Rome que devant les bienfaits d'une société aux mœurs plus douces. Alors que reste-t-il qui nous parlerait de cet avant ? L'opéa romaine sur la Gaule fut si parfaite que Bibracte, la ville capitale des Éduins, qui composait avec les Arvernes la plus importante des tribus gauloises, avait rejoint la liste des cités englouties. Ce qui me frappe surtout, c'est, et ça me frappe chaque fois que j'arrive, c'est l'espèce de majesté de cette énorme colline, à la fois collée au Morvan mais détachée du Morvan, et qui s'impose comme quelque chose d'assez majestueux, large, comme une énorme tente. Et puis alors bien entendu, c'est en automne que je préfère y aller, avec les hêtres, qui sont des arbres que j'aime beaucoup. La forêt ? Non, on éclaircit jusqu'à vers la clairière là-bas. Vers la clairière là-bas ? Oui. Et après, tu laisses comme c'est. Oui. Et donc le puits est par là-bas ? Par là-bas, oui, juste vers la souche là-bas, l'arbre déraciné là-bas. Derrière la souche ? Oui. Donc là-bas, on pourra fouiller après ? Oui. On aura suffisamment de... Eh ben, c'est bien. Non, ce qu'il me faut dans la vallée de la Combe-Chaudron, c'est pour avoir tous les reliefs. Donc la seule solution, je pense, c'est retirer le maximum d'arbres pour qu'on ait une vision la plus claire. Je crois qu'on se souvient qu'on est arrivé tous au Beuvray, à 4 pattes, on disait le rempart, personne ne voyait, on ne voyait pas les terrasses, on ne voyait pas les voies. On ne trouvait pas la pierre de la ville. On ne trouvait pas la pierre de la ville. Donc je crois que maintenant, bon, je sais que je suis très iconoclaste, puisqu'on parle toujours de la forêt, mais si on veut comprendre la ville, de toute façon, il n'y avait pas d'arbres. Si on veut comprendre les reliefs, ça commence à sortir. Moi je regardais là, justement là, derrière nous au parc aux Choux. Là je commence bien à voir les terrasses des maisons, mieux qu'il y a 15 ans. Donc je suis très très content que toute la Combe-Chaudron on puisse avoir du haut, parce que je crois qu'on va voir toute l'organisation du secteur en terrasse et puis tous les îlots. La première fois que je suis venu sur le Beuvray, c'était une réunion de notre équipe du CNRS sous la conduite de Jean-Paul Guillaumet, qui étudiait le site depuis plusieurs années. Et il nous a guidés à travers une forêt presque impénétrable, des sapinières qui n'avaient pas été entretenues, donc avec des branches basses extrêmement serrées, une atmosphère sombre donc, où la lumière pénétrait peu, et puis ce relief difficile à maîtriser quand on ne connaît pas le site, parce que ça monte, ça descend un peu partout, et on ne sait jamais très bien sur quel sommet on se trouve, si on descend, si on sort du site ou pas. Je me souviens, c'était un dimanche avec Olivier, on a implanté la fouille, et donc Olivier, comme c'était ma maison, Olivier Buc, avec Olivier Bugenchus, comme on a donné chacun symboliquement le premier et le deuxième coup de pioche de ce site, parce que Olivier Bux aussi travaille depuis très longtemps sur les Opilas, et donc on est très très liés sur ce projet de Brett.
ma vision est complètement bouleversée par les résultats d'ici. Parce que nous, on a imaginé une ville, probablement une ville, avec les bâtiments en bois, en argile. Et depuis la découverte du bassin, on peut imaginer, et j'imagine aussi, des bâtiments en pierre. Alors c'est important parce que les artisans, on a toujours dit qu'ils vivaient dans des masures, c'est normal, les artisans vivent dans des masures, sans aucune organisation, et dans un bordel le plus complet. Alors qu'on se rend compte qu'ils sont dans des îlots, qui sont un peu plus petits que ça, qui font, on va dire, apparemment 30 sur 30, avec une partie maison, une partie atelier, une partie grange et remise, et une cour. Donc pas du tout la masure, les bouges infâmes où ils sortent. Même Buliot avait écrit un moment qu'il rentrait, pour certaines maisons, il rentrait par le toit. Ce qui devait être très chouette l'hiver. Je me suis trompé de maison. Le souvenir de l'Empire romain était à ce point vivace que pour les sociétés savantes au milieu du XIXe siècle, Bibracte, ce ne pouvait être qu'Autun, la ville d'Auguste comme nous l'apprend son nom. C'est ainsi qu'un dénommé Jacques-Gabriel Buliot trouva en Napoléon III, auteur lui-même d'une peu innocente histoire de Jules César, un soutien dans ses recherches sur la localisation de la cité des Éduins. Les grandes nations qui se rêvaient alors en empire cherchaient à se fabriquer une légitimité historique, pour laquelle ils avaient besoin, sur le modèle de Rome, d'une naissance ancienne, d'une ville fondatrice, d'où partirait l'expansion qui allait aboutir à cette conception terminale de la nation. Jacques-Gabriel Buliot est notre modeste Schliemann. Cet archéologue allemand qui, après avoir fait fortune dans le commerce, se mit en tête de retrouver la ville de Troie en prenant à la lettre le récit d'Homère. Buliot, lui, était négociant en vin. Son Iliade fut la guerre des Gaules, et si, habitant Autun, il n'eut à parcourir qu'une poignée de kilomètres pour localiser sur le mont Beuvray, en lisière du Morvan, l'antique et éphémère capitale des Éduins, il eut à vaincre de la même façon le scepticisme des érudits de son temps. Il est monté au Beuvray non pas parce qu'il y avait des vestiges d'une ville antique, mais parce qu'il y avait une tradition orale de passage de Saint-Martin lors de sa christianisation du pays éduin, passage qui était attesté par le vocable de la chapelle Saint-Martin. Donc il est venu étudier les ruines de cette chapelle pour voir s'il n'y avait pas des traces d'un temple gallo-romain qui aurait été christianisé, et de fait ça a été le cas, mais en montant sur ce site, il a interrogé les agriculteurs locaux, parce qu'à cette époque, Bibracte le mont Beuvray était bien moins couvert de forêts qu'il l'est aujourd'hui. Il y avait encore beaucoup de pâturage et probablement dans une certaine mesure des terres cultivées. Et ce sont les agriculteurs qui lui ont souligné le fait qu'il y avait des vestiges d'une occupation très importante, qui est évidente même pour qui n'est pas archéologue, parce qu'il y a des murs à fleur de terre partout, il y a des éléments de toiture, il y a énormément d'objets. Et Buliot s'est avéré quelqu'un d'extrêmement rigoureux dans sa méthode de travail et d'extrêmement tenace. Il faut imaginer qu'il a fouillé pratiquement tous les ans, de 1867 à 1895, avec des campagnes de plusieurs mois chaque année, pendant toute cette période, et une documentation de fouilles amassée de façon extrêmement précise et minutieuse tout au long de ces années. Très clairement, son objectif était de reconstituer les grandes lignes de la topographie de la ville. Une ville dont il a immédiatement cerné les grandes limites, en identifiant ce qu'on appelait les fossés du Beuvray aux fortifications. Les premières fouilles sont consacrées aux remparts et une des portes principales de la ville, la porte du Rebou. Alors j'imagine que pour lui, d'une certaine façon, ça a dû être le grand frisson, dès les premiers coups de pioche qu'il a pu donner en 1867, de dégager les vestiges d'un rempart et d'arriver à montrer tout de suite que ce rempart de Bibracte correspondait trait pour trait au Murus Gallicus
donc le mur gaulois décrit par César à propos de la ville gauloise d'Avaricum, Bourges aujourd'hui, avec donc ce parement de pierre, mais surtout ce qui était tout à fait insolite pour un Romain, qui est une armature faite de bois entrecroisé. Et ça, Buyold l'a mis en évidence dès sa première campagne de fouilles, ce qui n'était pas du tout évident, parce que bien évidemment, le bois de ce rempart n'était pas conservé, donc il fallait un regard acéré, un véritable sens du terrain, pour arriver à comprendre ces vestiges. En Gaule, ces remparts sont généralement établis de cette façon. À même le sol et tout le long, on dispose perpendiculairement à la façade une rangée de grosses poutres. On laisse entre chacune un intervalle de 2 pieds, puis on les solidarise à l'intérieur de l'ouvrage avant de les recouvrir de terre. Le revêtement est obtenu en insérant des blocs de pierre dans les interstices ménagés entre les poutres. Dans sa diversité, l'aspect offert par cette muraille n'est pas laid, mais surtout ces murs sont particulièrement efficaces pour la défense des villes. La pierre exclut l'incendie, le bois résiste parfaitement aux coups de bélier qui ne peuvent ni briser ni disjoindre les poutres qui atteignent 40 pieds de long. Quand je ferme les yeux, pas en voiture, mais quand je ferme les yeux et que je le vois de loin, je me représente les remparts, parce que donc ils forment quand même une énorme bosse, donc ces remparts. Et puis je pense surtout beaucoup de fumée et des lumières, puisque souvent quand on rentre le soir, on l'a à contre-jour, je pense beaucoup de feu, beaucoup de lumière. Le rempart de Bibracte, pour un non-spécialiste, quelqu'un qui n'est pas habitué à ces fortifications en terre, est quelque chose d'assez discret, qu'on ne découvre pas comme ça facilement. En réalité, il faut faire attention aux ruptures de pente. On est dans un massif dont les pentes sont relativement douces en général, et s'il y a une rupture, il y a toujours une raison. Alors ça peut être une carrière, ça peut être une faille, ça peut être un accident géologique, mais là, on voit bien que le rempart, curieusement, se manifeste plus par la présence d'un fossé plat qui est comblé que par le rempart lui-même, parce que le rempart lui-même a une pente vers l'extérieur, mais sur le flanc de la montagne, côté montagne, il se confond avec la pente supérieure. Donc souvent, ce qu'on voit, c'est une espèce de marche, et cette marche correspond à un fossé comblé, le rempart étant côté montagne, si je puis dire, une pente un peu plus forte, et lui est un peu plus difficile à détecter. Donc il faut surtout faire attention. D'ailleurs, c'est pas un hasard, vous voyez, pour le second rempart, les premiers qui l'ont vu, si je puis dire, ce sont une association de gens qui s'intéressent aux vieux chemins et qui sont passés au Beuvray et qui, en nous demandant un peu notre aide, ont cartographié tous les chemins qui couraient autour du site. Et c'est un peu en regardant ces chemins que nos collègues ont petit à petit, en faisant des relevés plus précis, dit mais c'est pas des chemins, c'est un autre rempart. Donc la marche que dessine un chemin sur la pente peut se confondre avec la marche que dessine un fossé comblé. Cette permanence du lieu dans les mémoires, c'était signé. Bibracte et Beuvray, il n'est pas besoin d'être féru d'étymologie pour noter la parenté. Il suffisait de lever les yeux. On peut penser que pour l'implantation d'un pouvoir toujours d'essence sacrée, symboliquement un sommet s'impose. La proximité plus grande avec le ciel, la hauteur de vue, sa présence repérable par tous les sujets, sa position privilégiée qui lui fait embrasser du regard les Alpes, les monts d'Auvergne et le bassin parisien, le refuge qu'il constitue par sa difficulté d'accès, tout concourt à investir un tel lieu dominant dès lors qu'il s'agit de manifester l'expression d'une puissance supérieure. La première tâche des premiers arrivants, ce fut donc de le marquer, ce sommet, de le ceinturer. Moins d'une ligne de fortification, puisqu'il n'y avait rien à défendre, que d'un torque. Sur cet épaulement si caractéristique du mont Beuvray, on plaça une ligne circulaire, un collier, qui représente toujours le coup à découper selon les pointillés des perles. Le guerrier gaulois collectionnait la tête de ses ennemis. Ce torque posé sur la montagne par d'acharnés coupeurs de tête, c'est aussi la couronne tombée sur les épaules du décapité.
Et à mesure que je m'approche, je ne suis pas le seul, d'ailleurs je vois des chariots qui descendent, d'autres chariots qui montent. Eh bien, je suis de plus en plus impressionné par la muraille qui grandit, par ces portes énormes, par cette voie qui fait, je ne sais pas quelle mesure il faudrait que j'emploie pour l'Antiquité, mais qui fait quelque chose comme 18 à 20 mètres de large. Et probablement, je commence à entendre des bruits qui sont des bruits de métal, forgerons qui tapent sur l'enclume, des gens sans doute qui criaillent plus ou moins. Et en effet, dès que j'entre, je suis dans un monde où l'artisanat à droite et à gauche occupe une place fantastique. Et j'ai la chance d'arriver un jour où il y a un rassemblement, c'est-à-dire une foire. À l'intérieur, ça devait être assez agréable, hein, parce que c'était pas une ville toute plate, c'était pas non plus un sommet pointu comme un château fort, c'était vraiment un espace très important dans lequel il y avait des quartiers hauts, des quartiers bas. Maintenant, si on regarde les hypothèses du XIXe siècle, ce que nous ont présenté Bulliot et Deschlette, c'est un quartier artisanal près de la porte du Rebou, donc avec d'après eux des petites maisons et beaucoup de traces de métallurgie. Ensuite, un quartier avec des maisons romanisées, donc des maisons en pierre avec une cour intérieure. Et enfin, une troisième partie dans laquelle on a un sanctuaire et ce qu'ils ont appelé un forum, donc une zone de réunion, une zone plus politique. Les gens du second âge de fer ne tenaient pas en place. C'étaient des peuples entiers qui décidaient de plier bagages quand ils reluquaient, de l'autre côté du fleuve ou de la montagne, toujours plus à l'ouest, une herbe plus verte. Les Éduins, qui avaient trouvé entre Saône et Loire un territoire à leur goût, arrivaient à les en croire d'Asie mineure, puisqu'ils prétendaient descendre non pas d'un ancêtre du roi Arthur, comme on l'attendrait d'un peuple celtique, mais des Troyens. Comme les Romains, qui du coup accordèrent à ces drôles de cousins un brevet de consanguinité, le statut envié de frères de sang. Ce pacte d'alliance remontait bien avant la conquête, et toujours d'actualité, puisque César et les Éduins y font sans cesse référence. On s'étonne moins que pour arrêter plusieurs milliers d'Helvètes pris par la bougeotte et désireux de s'établir en Saintonge, les mêmes Éduins aient choisi de faire appel aux grands cousins, c'est-à-dire à Rome et aux légions de l'ambitieux proconsul. Le cheval de Troie est aussi à Bibracte. À la place de tous ces arbres, il faut se rendre compte qu'il y a une ville. On est au centre de la ville dans ce lieu, c'est-à-dire on est près du bassin, le long de cette grande voie immense, donc c'est-à-dire qu'on est au cœur de la ville au 1er siècle avant notre ère. On monte un peu au-dessus et on fouille, disons, sur le couvent. Et sous le couvent, on tombe sur donc, ce monument à colonnes qui est complètement incroyable, puisque des colonnes comme ça, on voit ça à Grenoble, on voit ça dans le sud, on ne bouge pas, mais ici, on est un peu tétanisé. Et de l'autre côté, là, toutes ces terrasses, toute cette pente, c'est ce qu'on appelle le parc aux chevaux. Le nom est moderne, mais le parc aux chevaux, ce ne sont apparemment qu'une zone résidentielle. Alors on va penser aux nobles, mais les nobles éduins, comme je dirais à peu près toutes les populations de cette époque, tous les responsables de cette époque, c'est les gens de commerce. Et c'est sans doute aussi dans cette zone qu'on a les commerçants qui, eux, établissent ce grand commerce entre Rome, les amphores, le nord, et puis aussi, bien sûr, entre l'est et l'ouest. Ce qui fait que là, on est au cœur, disons, de ceux qui produisent à gauche, et à droite, je dirais, ceux qui en vivent. En dessous de nous, dans tout ce secteur, on a jusqu'au rempart, qui sont à peu près à 700 mètres, le quartier des artisans.
Les artisans les plus représentés sont les artisans du métal, c'est-à-dire du bronze et du fer. On a là toute une série de gens qui travaillent pour faire de la dinanderie, c'est-à-dire pour faire des vases, qui font pour faire des objets comme les fibules, comme les harnachements, tout ça c'est en bronze, et aussi en fer. On fait aussi bien des bijoux en fer que des armes, que aussi bien sûr des clous, de la clouterie, donc tout ce qui peut servir. On a repris complètement l'étude là, depuis une dizaine d'années et on se rend compte qu'ils ne sont pas du tout polyvalents. Un artisan, peut-être avec un ou deux aides, fabrique un objet, un type d'objet et qu'un seul type d'objet. Et donc on a une fabrication en série de centaines d'objets pendant le 1er siècle avant notre ère. La question aussi qu'on se pose, c'est pourquoi tous ces artisans au Beuvray? C'est qu'il y a 2 ans, on a trouvé ce qu'on appelle des minières dans les pentes du Morvan, c'est-à-dire sur les filons de quartz, une exploitation des minerais, l'or, l'argent, le cuivre, le plomb. Et ces minières, au Beuvray, il y a une particularité, elles passent sous les remparts, elles sont comblées par les remparts et par les structures de la période des Oppida, c'est-à-dire du 1er et 2e. Donc, minière plus ancienne. Alors, depuis 2 ans, j'échafaude des hypothèses, puisque notre métier c'est échafauder des hypothèses, les proposer aux collègues, qui leur sautent, qui essayent de les détruire, et on recommence, et ça marche. Donc, l'hypothèse que je propose, c'est, au début, on a des mines, une exploitation du minerai, on fait des lingots, les gens qui exploitent tout ça se disent qu'aussi ils peuvent faire la transformation, donc on commence la transformation, ces transformations attirent d'autres artisans, et quand on arrête d'exploiter les mines, peut-être s'il n'y a plus de métal, le savoir-faire des manufacturiers, des gens qui fabriquent les objets reste, et donc on continue à profiter de ce savoir-faire pour le développer et faire du commerce. Y prenant ses quartiers d'hiver après Alésia, César n'oubliait pas que c'était de ce même lieu que quelques mois plus tôt, Vercingétorix avait lancé contre lui son appel à l'unification des tribus gauloises. Bibracte est aussi cet écritoire humiliant où fut enregistré le communiqué de victoire du conquérant. Le nouveau maître de la Gaule y est aux premières loges pour décrire la méthode gauloise d'édification des murailles, étudier l'organisation politique des tribus ou s'informer sur la formation des druides. On peut même penser que s'il ne nous en dit pas davantage sur la ville elle-même, dont il dut occuper la plus belle villa, c'est qu'elle ne représentait rien de remarquable aux yeux d'un Romain. C'est-à-dire qu'elle ressemblait à l'idée qu'on se faisait à Rome d'une grande cité. C'est beaucoup plus organisé encore qu'on pensait, parce qu'on se rend compte que c'est très très linéaire, que c'est très bien organisé, que tout est prévu, les évacuations d'eau et tout. Donc, on a une ville où il y a un savoir-faire, une technique qui est beaucoup plus grande, puisque quoi qu'on fasse, bien qu'on essaye de se dire qu'on ne va pas se laisser prendre au piège d'Astérix, au piège des Gaulois, les barbares, les Romains les ont civilisés, on a tellement été baigné là-dedans, on a tellement reçu de propagande, je dirais, de ce type, que même nous, on a des barrières qui nous font éviter de croire que les Gaulois étaient, je dirais, aussi capables de vivre bien dans un site de ce type que les Romains. C'est-à-dire qu'ils avaient installé une ville et ils y vivaient parfaitement bien, ils n'avaient pas d'inondation, ils n'étaient pas trempés toute la journée. Donc on y vivait comme on vit maintenant dans le Morvan. Et ça, je crois qu'on avait du mal à s'imaginer.
Nous avons fouillé, nous, Hongrois, la Grande Voie, et on a eu les repères chronologiques très importants. Donc nous pouvons dire maintenant que la création de la voie, c'est-à-dire l'axe principal de Bibracte, remonte aux années entre 120 et 80 avant. Et c'est une date bien ancienne, une date bien avant César. Et les nouveautés archéologiques comme ça nous donnent une confirmation concernant la naissance des villes celtiques bien avant l'occupation romaine. Probablement, c'est un résultat qui appartient aux acquis les plus importants grâce aux fouilles récentes. Jusque-là, les Gaulois étaient ces faire-valoir de César qui n'avaient inventé ni l'écriture ni la cheminée, se contentant de faire un trou dans le toit pour évacuer la fumée. Pour expliquer la défaite de 1870 qui mit fin au Second Empire, on mit tacitement au point une sorte de jeu de société, consistant à faire se jouer à un cheveu le cours de l'histoire. Si Grouchy était arrivé plus tôt à Waterloo, s'il n'avait pas plu à Azincourt, et évidemment si la cavalerie gauloise avait réussi sa charge à Alésia, sans doute qu'à Sedan il en eût été différemment. Soudain, les vaincus d'aujourd'hui trouvaient des vertus aux vaincus d'hier. Du coup, Vercingétorix se transforme en un brouillon maudit de l'homme providentiel. Glissant de l'esprit de résistance à l'esprit de revanche, les humiliés du jour préparaient, sous le regard vindicatif et déterminé du chef Arverne fixant de sa prison romaine la ligne bleue des Vosges, la reconquête de l'Alsace-Lorraine. Et la guerre de 70, certains nous racontent l'avoir vécue dans leur école primaire avec leur instituteur qui racontait, en lisant La guerre des Gaules, les événements qui se déroulaient à la même époque et qu'ils venaient d'apprendre par les journaux. Alors là, les Romains, c'était les Allemands. César, c'était Bismarck. Vercingétorix, c'était Gambetta. Donc vous voyez, vous avez un écheveau extraordinairement compliqué et 1000 interprétations qui sont possibles, mais qui sont toujours de l'ordre de l'irrationnel et de l'ordre de l'émotionnel. Et tout ça, je pense, a duré jusqu'à il y a relativement peu d'années. Les gens de ma génération ont appris dans l'école primaire le message qu'on apprenait en 1880 à peu près avec la grande diffusion des manuels. Maintenant c'est un peu différent, l'histoire ancienne a tellement perdu de place dans l'enseignement primaire et encore plus dans le secondaire. Et puis l'influence de la bande dessinée joue un tel rôle que je crois l'esprit de nos enfants et de nos petits-enfants sont assez libérés de ce qui a pu être ancré en nous, surtout au moment où l'Europe est en train non seulement de se faire, mais de se solidifier. Reste que rôde un petit peu partout toujours cette espèce d'image de Gaulois qui représente la liberté, un petit peu de folie, c'est-à-dire au fond des restes de sauvagerie et de barbarie face à un monde policé qui est le monde méditerranéen. Douglas 50. Douglas 40. Douglas 40. Douglas 60. Douglas 60. Je passe mon temps à essayer de deviner dans les couleurs des verres, les remparts, les terrasses, tous les reliefs, parce que les arbres ne poussent pas de la même façon suivant les reliefs et suivant les moments de la journée, les soleils ou les nuages. On a vraiment des paysages très très différents et des couleurs différentes. Pour moi, c'est déjà des couleurs. Le Beuvray, c'est
le vert des sapins, le vert plus clair des feuillus. J'imagine. L'intérêt du pays éduin et de Bibracte, c'est qu'on est à 1200 km de Budapest, à 1500 de Kiel, mais on est à 1200 de Brest et à 1200, je dirais, de Madrid. Donc c'est une zone, disons, entre la France centrale surtout, la Suisse, l'Allemagne du Sud, puis on continue par la Bohême et l'Autriche, et on arrive en Slovaquie et la Hongrie, et finalement dans la zone subcarpatique. Donc c'est à peu près cette zone. Donc c'est quand même une zone très très longue. On pourrait dire 3200 km en longueur, à peu près. La Gaule, c'était ça. Et puis César est arrivé, il a conquis un pays, et comme on fait beaucoup de conquérants, il a dit « j'ai conquis quelque chose d'homogène et ça s'appelle la Gaule ». Et depuis lors, nous avons dans la tête l'idée d'une Gaule qui a une frontière, et Dieu sait que cette frontière a compté au cours des siècles, le Rhin. Mais à l'époque qui nous intéresse, à l'époque où se crée Bibracte, en réalité, nous avons une mosaïque de peuples, de dimensions d'ailleurs relativement variables, qui proviennent de migrations qui remontent à on ne sait combien de centaines et de centaines d'années, qui sont apparentés par la langue, ce qui ne veut pas dire qu'ils parlent une langue unique. Ils ont des langues qui remontent à ce qu'on appelle le celtique, un peu comme le français, l'italien, l'espagnol remontent au latin. Bon. Donc nous avons une mosaïque de peuples, et ce dont nous parlons, et que nous appelons la Gaule, en fait, c'est l'extrémité occidentale de ce vaste ensemble. Jusque quand Bibracte? Là aussi c'est une question difficile, c'est pas commode de dater des abandons, pas plus que des commencements. Alors, moi personnellement, je dirais que le mouvement d'abandon progressif a dû se faire parallèlement à la constitution d'Autun. Donc Autun, Auguste du Nome, devient la capitale du peuple éduin, lui-même transformé en ce qu'on appelle une cité romaine. Donc en même temps que Autun, si vous voulez, progresse, bien Bibracte, très certainement, régresse. Les actes fondateurs d'une ville abondent dans les mythologies. En revanche, les raisons de son abandon, on ne s'en vante pas. Bibracte n'avait sans doute jamais autant ressemblé à une cité que ses habitants en quelques années, au tout début de notre ère, renouant avec le vieil atavisme nomade, choisissaient d'aller voir ailleurs. Pas très loin au vrai, à Autun, que l'empereur Auguste, le neveu de César, en même temps qu'il la marquait de son nom, dotait de remparts, comme Bibracte justement. Peut-être les mines au pied du Beuvray donnaient-elles des signes d'épuisement, ou les forêts, à force d'être sollicitées, avaient-elles repoussé si loin leur lisière qu'il n'était plus tenable de demeurer au perché. Peut-être l'administration romaine avait-elle fait des élites gauloises une classe de parvenus,
singeant les mœurs des vainqueurs, ne daignant plus vivre comme des sauvages dans ce lieu symbolique sans doute, mais inconfortable. Peut-être les gens de Bibracte, dont la ville leur rappelait le rôle trouble qu'ils avaient joué dans la guerre des Gaules, préféraient-ils changer d'air et se refaire ailleurs une virginité historique. Toujours est-il que ce grand déménagement fut à ce point une réussite que de Bibracte bientôt ne subsista que quelques lignes dans le communiqué du vainqueur. Néanmoins, il va rester un certain nombre de choses sur ce site. D'abord, quelques grandes maisons qui doivent appartenir aux notables qui se sont installés à Autun et qui ne les abandonneront sans doute que beaucoup plus progressivement. Et puis, il va rester un lieu de culte près de l'endroit où nous nous trouvons, un peu plus loin. Il va rester aussi des lieux qui sont liés à une espèce de piété populaire, comme les fontaines. La fontaine Saint-Pierre, elle va perdurer, on continue de venir y déposer des offrandes, et ça va durer jusqu'au début de ce siècle. De Troyes, il ne restait rien, de Bibracte non plus. Sinon une curieuse constante des habitants de la région à faire du Mont-Beuvray un lieu de rendez-vous, chaque premier mercredi de mai, pour une foire annuelle attestée au XIIe siècle et encore vivace au XIXe. Souvenir du temps où la capitale des Éduins était une puissante place économique et commerciale, du temps plus reculé encore où l'on y célébrait le culte de Mitra, qui exigeait le sacrifice d'un taureau. Autre mémoire archaïque, renvoyant peut-être à une ancienne coutume gauloise authentifiée par le grand nombre de pièces retrouvées dans une fontaine. Bulliot note dans ses carnets qu'un certain nombre de villageois et de villageoises se rendent successivement aux deux fontaines principales, celles de Saint-Pierre et de Saint-Martin, pour y déposer leurs vœux qui consistent en pièces de monnaie et en objets de consommation, œufs et fromages. Il ajoute que les nourrices se lavent le sein dans la source afin d'obtenir un bon nourrissage. Culte de la fécondité à quoi renverrait la pierre de la Vouivre, cette déesse des eaux au corps de serpent. Saint-Martin, l'homme au manteau partagé, y prêcha. Puis ce fut au tour des franciscains de s'y installer, confirmant l'intérêt du lieu pour la chose sacrée. Après les premières années qui étaient un petit peu complexes, on voit maintenant se développer un site archéologique en vraie grandeur, c'est-à-dire à la fois des fouilles continues, internationales et qui méritent effectivement un effort particulier. Ça paraissait impossible de pouvoir avoir les moyens de fouiller un site de cette taille et surtout d'avoir les moyens de vraiment le fouiller en grand. Bon, parce qu'ici, quand vous faites une fouille de 5 mètres sur 5 mètres, c'est une petite pointe d'épingle dans un gisement gigantesque. Jacques-Gabriel Bulliot avait un neveu qui devait mourir au front en 1914. Il s'appelait Joseph Deschlette, travaillait dans le textile et poursuivit l'œuvre de son oncle. Comme il s'ennuyait à la maison, il en profitait pour courir le monde et se livrer à l'archéologie comparée. C'est lui qui, notant la similitude entre différents objets caractéristiques découverts dans plusieurs oppidats, à Bibracte, en Bavière, en Hongrie et en Bohême, permit d'établir la parenté entre ces peuples, disséminés sur le territoire européen, et de les fédérer dans ce qu'il est convenu d'appeler aujourd'hui la civilisation celtique. C'est-à-dire, elle correspond à la limite, grosso modo, du côté droit. Alors Bibracte, où affluent les chercheurs de tout le continent, où l'on retrouve des pièces des 4 coins de l'Empire romain, proto-ville européenne. Et cette invention récente d'une civilisation celtique, revanche des peuples du Nord sur la latinité, à l'heure où triomphe le modèle anglo-saxon. Et puis
il y a juste les personnes qui prennent les mesures. Aux Romains, la loi, l'État et la mesure. Aux Celtes, le nomadisme, l'échange, la fantaisie, les nouveaux parangons de la mythologie moderne. Qui passe devant les Belges. Une ville s'invente toujours deux fois. La première, on l'a vu, ne fait pas vraiment mystère. Mais la seconde, 133. Pourquoi y revient-on? Pourquoi se réapproprier un lieu que ses habitants naguère jugèrent à ce point incommode qu'ils le quittèrent? Questionnements historiques ne sont pas les mêmes que ceux de la génération d'Eschlet et de ses prédécesseurs. Et donc d'Eschlet avait déjà fait beaucoup et Julian avait milité pour qu'on pense un peu à ces Celtes. Il ne faut pas tomber, on a toujours le risque en France, quand on parle des Celtes, d'aller trop loin et de passer du celtisme à la celtomanie. Et là, il y a un fossé comme entre la nation et le nationalisme. Clair que notre enseignement de l'histoire a été extrêmement dépendant d'un modèle gaulois qui était tiré de la guerre des Gaules et qui n'a pas de réalité. Quelques manuels ont commencé à faire bouger les choses. Il faut espérer que l'activité pédagogique d'un centre comme celui que nous venons de visiter y contribuera. Mais il y a encore à faire pas mal de choses pour expliquer aux élèves, aux étudiants, au large public que les Gaulois sont une figure historique beaucoup plus complexe que celle que nous pouvons imaginer, que Vercingétorix n'est pas le prédécesseur de Louis XIV et des présidents aussi prestigieux qui ont fait la France. C'est l'idée qu'on remplace l'histoire-bataille par l'histoire-problème. Et donc les Celtes sont une part du problème des paysages et de l'histoire de la Gaule. L'intérêt du pouvoir pour le passé, c'est un trait français hérité au minimum de François Ier, je dirais. Je ne voudrais pas aller jusqu'à Philippe le Bel, voire à Philippe Auguste. Mais dans un pays si fortement centralisé, l'intérêt du pouvoir, il anoblit tout ce qu'il touche. Et donc le centre dans lequel nous sommes est fort bien équipé, fort bien structuré. Il le doit à une grâce présidentielle. Mais au XXe siècle, et surtout à la fin du XXe siècle, lorsque François Mitterrand devient président de la République, il est évident que ça prend une toute autre signification, on l'a dit tout à l'heure, une signification européenne. Il faut montrer que l'idée de nation est en train de changer. C'est vrai que ces Celtes étaient des gens qui circulaient beaucoup. C'était des gens qui marquaient l'espace et puis allaient un peu plus loin, et puis revenaient, et puis se déplaçaient. Ils étaient souvent d'ailleurs attaqués, en particulier par les Germains, les Séquanes, etc. Bon. Mais ce qui était important, c'est qu'ils avaient toujours la capacité de maintenir leur culture à l'échelle de l'Europe. Et donc, ce qui est très sain dans le Montbeuvray, c'est l'idée qui a présidé dans le projet actuel, l'idée qui a présidé
à la restitution de l'hôtel des Gaules au sens de ses fondateurs, a été d'inviter des savants, des Espagnols, des Hongrois, des Italiens, parce que l'expansion celte, elle s'est moquée des frontières nationales de l'Europe, et donc nous avons conscience que la nation a un sens culturel, social. Nous savons qu'un Français n'est pas un Allemand et n'est pas un Italien, mais nous savons en même temps que cette réalité-là, qui est diverse et multiple, elle est chez nous traversée par d'autres réalités, et que si nous voulons les comprendre, il faut faire une histoire dénationalisée. Et cette nation européenne est en train de naître, effectivement, il faut lui donner sa plénitude. Le paradoxe veut que, effectivement, l'Angleterre, enfin la partie de la Grande-Bretagne qui a été le plus marquée par les Celtiques, en même temps que par les Vikings, il ne faut pas non plus l'oublier, mais enfin, elle n'est pas assez intégrée dans l'Europe. Il faudrait que tout de même il y ait une véritable Europe, et l'Europe ne peut pas se faire sans cette présence de la Grande-Bretagne à cause des Celtes. Je crois que c'est une idée force, et une idée forte, comme toutes les idées forces, et elle doit permettre, dans les années qui viennent, aux jeunes générations de retrouver cette source celtique, d'en prendre pleinement conscience et de se rendre compte que l'Europe, au fond, est aussi réelle sur le plan national que l'a pu l'être la France ou l'Allemagne ou l'Angleterre. J'imagine des chars avec des chevaux autour du bassin. C'est vraiment un spectacle tout à fait extraordinaire. Donc c'est une vision quand même très éclectique qui reflète probablement mes rêves et aussi mes expériences. Donc c'est une vision provisoire. Au cœur de Bibracte, on a découvert il y a peu un bassin que les spécialistes disent en forme de coque de navire, ce qui prouve que ceux-ci ne sont pas spécialistes en construction navale, et dont le plan résulte de l'intersection de deux cercles isométriques qui forment dans leurs axes un triangle dit de Pythagore. Pas très gaulois tout ça. Il semble en effet que sa construction soit le fait d'une main-d'œuvre étrangère. Il nous indiquerait les solstices d'hiver et d'été, et unifierait les mondes antiques et celtiques dans cette interprétation commune de l'omphalos, le centre, le nombril, même si la forme évoque plutôt une vulve. Pour quelle naissance ? Effacer les querelles anciennes et porter sur ces fonds baptismaux une certaine idée de l'Europe ? Comme au temps de Buliot et d'Eschlette, l'invention du passé se fait avec les préoccupations du jour. L'histoire est un art éphémère.